Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. Comme tous les matins, pour parler dans ce temps de parole, on va parler du social et Dieu sait, il y a des questions à poser. À qui de mieux que Patrick Bonfils qui est là? Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'être présent. Alors, il est important de revenir sur une polémique. La polémique est la suivante. La construction du côté de Sun Tzu, de logements, certains collectifs sont montés au créneau, sont allés sur place pour dire on va toucher à la mangrove. Info? Intox? Intox, il suffit d'aller voir ces constructions d'un village relais, c'est un dispositif que je vais vous expliquer juste ensuite, se fait sur la partie évidemment qui n'est pas la mangrove, qui est un terrain donc qui appartenait au conseil départemental sur lequel nous mettons en place ce village relais donc qui va servir à permettre de déloger les personnes qui sont dans les habitats insalubres, les mettre dans ce village relais en attendant que de nouveaux logements en dur se construisent et qu'ils puissent accéder à des logements qui soient décents. Évidemment, c'est un dispositif que si nous ne l'avons pas, nous n'allons pas pouvoir détruire ces habitats indignes et insalubres, nous n'allons pas pouvoir reconstruire sur des terrains des logements, ces personnes-là resteraient à la rue pendant un certain temps. Donc ce village est essentiel, il y en aura d'autres d'ailleurs sur le territoire. Ce terrain étant effectivement en arrière mangrove, mais n'est pas sur la mangrove, n'est pas sur la partie des 50 pas protégés et n'est certainement pas un milieu naturel protégé. Donc il faut que la polémique cesse. On est sur un dispositif qui va aider les Mahorais à mieux être logés parce que ce dispositif est avant tout destiné aux Mahorais qui sont dans les habitats insalubres. Je vous rappelle qu'il y en a 30 à 40% dans certaines zones et parfois plus dans des zones très urbanisées. Et donc ces personnes-là ont besoin à un moment donné de trouver un logement digne. Et pour pouvoir trouver des logements dignes, il faut reconstruire et laisser le temps à la CIM et à d'autres opérateurs de construire. Et pour ça, il nous faut ce village relais qui est le relais entre l'habitat insalubre et le logement de plein droit. Autre info ou intox, quand on dit voilà, on est décasé si j'ose dire, on est dans ce village relais, on est prioritaire pour un logement social. Certains font le raccourci, donc les personnes en situation précaire, ou disons carrément dans l'illégalité, pourront être favorisées par rapport à un Mahorais qui cherche un logement. Info, intox? Intox, je viens de le dire à l'instant, les personnes qui vont passer dans ce village relais sont des personnes d'abord françaises, mahoraises, qui sont dans les habitats indignes, qui vont être détruits et reconstruits différemment. Donc ils vont être positionnés là en attendant. Ils vont être accompagnés par tout le système social que nous avons en œuvre, c'est-à-dire des assistants sociaux, les points conseil budget pour savoir comment gérer un budget et ainsi de suite. Souvent, quand on habite dans un habitat insalubre ou dans un banga, on a des marchands de sommeil qui viennent vous louer la place 100, 150, 200, 300 euros pour certains, ça dépend. Eh bien, avec ça, on peut accéder à un logement. Avec les APL, avec les aides auxquelles ont droit tout Français et aussi, bien évidemment, les Mahorais et Mayotte qui sont français, on peut accéder à un logement. Logements sociaux, ils sont faits pour ça. Mais ça veut dire qu'il faut leur apprendre à gérer leur budget et à voir comment pouvoir sortir de l'ornière de ces logements indignes ou insalubres. Eh bien, c'est à ça que va servir ce village relais. Évidemment, donc, principalement et prioritairement, ce sont des Mahorais français qui seront passés dans ces villages relais pour accéder ensuite à un logement social avec les moyens qu'ils ont. Et combien de temps je peux rester dans ce village relais? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'on dit voilà, dans 6 mois vous devez être dehors? Ou est-ce qu'il faut le temps autant pour trouver quelque chose? Il faut le temps autant. Ça peut être une semaine si y a un logement qui s'est construit dans la proximité économique ou sociale de la personne et que il peut y accéder parce que là on a quand même 450 logements qui vont être disponibles d'ici à très peu de temps. La CIM est en train de les achever. Donc ça peut être une semaine, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Maximum 1 an, parce qu'on sait que la rotation de la construction des logements va se faire sur des années, donc ça va être maximum 1 an, mais c'est le temps nécessaire pour que la personne puisse accéder à un vrai logement social, logement très social qui sont en train de se construire, ou même accéder à la propriété, parce qu'on va avoir aussi des parcs de logements d'accession à la propriété, avec c'est un loyer accession définitive, on paye son loyer, mais au bout d'un certain temps, on est propriétaire de son logement. L'histoire que les locations-ventes à l'époque. Location-vente, une histoire de j'achète, mon
même temps, je loue, mais en même temps, c'est pour acheter, quoi. Ça finit par être effectivement la propriété. Camarade Moral, question. Alors justement, on avait ce problème, je me rappelle qu'à l'époque, le préfet Sorin disait il faudrait qu'on mutualise tous nos efforts. Quand on regarde qu'aujourd'hui, par exemple, il y a certaines mairies qui ont du mal aujourd'hui à lutter contre, par exemple, l'habitat illégal et qu'on laisse pousser ces bangas. Des fois, on a aussi ces terrains qui appartiennent au département où pas mal de personnes s'installent et arrivent à construire, on les laisse construire jusqu'à ce que ça devienne un village. Est-ce que là, ma question était de savoir, aujourd'hui, dans ce village relais, aux alentours, à proximité, est-ce que le fait que le terrain appartient au département, si demain, on voit qu'il y a un village relais et ça fait un petit appel d'air à certains qui pourraient penser qu'ils peuvent construire aux alentours également pour qu'un autre village pousse, est-ce que là aussi, il y a un dispositif qui va stopper tous ceux qui vont vouloir venir aux alentours pour recréer un autre village dans le village relais? Alors oui, effectivement, parce que de toute façon, ce village, il sera sécurisé. Il sera sécurisé, on aura un gardien de village qui sera présent et qui mettra évidemment tout en œuvre pour que rien ne se fasse et qui dénoncera si ça se fait. Et là, on aura une flagrance, bien évidemment, qui nous permettra de détruire tout contrevenant qui souhaiterait construire quelque chose au dehors de ce qui sera déjà bâti sur ce village. On aura une sécurisation de la zone, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est pas un village ouvert en fait. C'est pas un village bien fermé. C'est un village qui sera effectivement fermé, qui sera protégé avec des permanences, des gardiens permanents, enfin un gardien en permanence. Il y a un logement qui est réservé à un gardien, donc ça crée aussi un emploi, bien évidemment. Et puis tout cet accompagnement toute la journée, il y aura des acteurs sociaux qui seront là pour accompagner les familles, pour pouvoir leur apprendre à gérer, et ainsi de suite, et donc accéder au logement comme je l'ai déjà expliqué. Donc il va rien se faire autour, puisque ça sera surveillé. On le sait, peut-être Patrick Bonfils, on peut peut-être comprendre un peu l'inquiétude des collectifs ou peut-être même des associations environnementales qui ont cru tout de suite que ça y est, on va toucher la mangrove à un moment même où la semaine même on décriait ce qui s'est passé par exemple à Magicavo. Mais là aussi, est-ce que c'était pas le moment peut-être de communiquer, de se rapprocher de tous ces acteurs de l'environnement et dire voilà, les études sont faites, l'État ne fait pas quand même un projet pour faire un projet. L'État qui lutte contre la destruction de la mangrove ne va pas détruire la mangrove. Est-ce que c'est pas ce manque de communication en tout cas qui a pu déclencher un peu cette polémique tout de suite? Alors la communication, elle a eu lieu. On se souvient quand même que c'est Christelle Dubos, la ministre, qui a posé la première pierre. Et à ce moment-là, on avait déjà communiqué sur ce village relais et ce qui allait se passer. Donc la communication a eu lieu. C'est vrai qu'on pourrait communiquer toutes les semaines sur le même sujet. Je pense qu'on avait fait le travail à ce moment-là et le préfet avait très clairement réexpliqué à quoi servait ce village et pourquoi il était fait à cet endroit-là. En notant d'ailleurs qu'il y aura une station d'épuration aussi qui va être construite dans la même zone et qui va quand même permettre à l'ensemble de Tsunzu de se raccorder. Donc il faut aussi voir que tout ce qui est autour de ça. La communication, c'est effectivement quelque chose de compliqué, mais communiquer sur le catastrophisme, c'est aussi le credo de certains. Et s'ils avaient écouté ce qu'on avait dit à un moment donné, ils se seraient rendus compte que le travail avait été fait autour de ça. Les propos du secrétaire général de la Fédération mahoraise des associations environnementales, je le répète ces mots, il a dit des gens vont vivre ici et générer des déchets, des problèmes sanitaires alors que cet endroit est censé être protégé avec la montée des eaux et les émanations de gaz volcaniques. On ne sait pas ce que deviendra cet endroit. J'espère que le village relais va s'effondrer avant d'être habité. Oui, moi, je lui laisse ses propos, bien évidemment. Moi, j'espère qu'il vivra et qu'il vivra le temps qui nous permettra de mettre à l'abri les personnes qui sont dans des situations insalubres. Je ne sais pas où habite cette personne, mais qu'il aille voir comment on vit dans un banga et puis il comprendra peut-être qu'on a besoin quand même d'agir à un moment donné. Et ces propos sont catastrophistes et c'est dommage. Je pense que tout l'encadrement que nous mettrons autour de ça, c'est-à-dire l'appel à projet d'une association qui sera présente en permanence sur les lieux pour sécuriser
et aussi gérer la problématique des déchets, parce que ça fait aussi partie du cahier des charges de notre appel, montrera que les personnes, quand ils sont encadrés, quand ils sont éduqués, eh bien, elles ne sont pas forcément des déprédateurs de la mangrove ou de la nature. Alors Patrick Bonfils, on a vu le délogement comme ça a été prévu du côté de Kahani. On nous parlait de 400 familles qui habitaient dans cette zone. Aujourd'hui, tout le monde est délogé. On nous disait qu'il y avait à peu près une vingtaine de personnes aujourd'hui, une trentaine aujourd'hui qui sont prises en charge en attendant de trouver une autre solution. Est-ce que ça voudrait dire, Patrick Bonfils, que le temps, par exemple, de reconduire une autre opération de délogement, là aussi, il faut la rotation entre ceux qui vont arriver au village relais pour pouvoir partir et après reconduire une autre opération, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de 30 personnes. Mais si demain il y a plus, par exemple, comment on fait? Alors là, il y a 30 personnes, on les a logées dans des logements qui sont déjà préexistants dans notre parc d'hébergement d'urgence. D'accord. Je signale que toutes ces personnes sont françaises ou avec des enfants français. Voilà, il faut quand même aussi être clair. Pour les autres qui n'ont pas été relogés, dans une première vague, 117 personnes étrangères ont été reconduites et ensuite une deuxième vague, 60 de plus. Donc il y a quand même la moitié de la population qui ont été reconduites dans leur pays. Les autres ont trouvé des solutions familiales ou des solutions peut-être qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr. On sait pertinemment que des fois ça change simplement d'endroit. C'est ça, ils vont reconstruire ailleurs. Oui, des fois le problème est déplacé. Le problème peut être déplacé. En l'occurrence, pour l'instant, on a demandé aux maires, à tous les maires de la zone, d'être vigilants et de nous signaler les constructions qui pourraient se faire dans une zone proche et qui pourraient très rapidement être détruites sous le système de la flagrance. Voilà. Donc ça, on a un peu fait ça. Alors pour répondre à la question, on va construire plusieurs villages. On va préempter plusieurs logements. Et on vient de mettre en place avec la préfecture et avec la CIM le contingent préfectoral. Contingent préfectoral, ce qui n'existait pas sur le territoire. Quand je suis arrivé 2017-2018, j'ai constaté que ça n'existait pas. Ça met le temps, évidemment, de se mettre en place. Il faut convaincre les bailleurs sociaux que c'est de toute façon une obligation et savoir quelles sont les conditions de ce contingent préfectoral. Nous allons le signer, là, au mois de décembre, le contingent préfectoral, pour préempter sur les nouvelles constructions des appartements qui seront à la disposition, à la main du préfet et de ses services, donc nous, bien évidemment, pour pouvoir reloger ces personnes et accélérer la destruction de l'habitat insalubre sur l'ensemble du territoire. Les logements étant répartis sur l'ensemble du territoire nous permettra de déloger dans le nord, dans le sud, au centre, au milieu, et voilà. Vous aurez droit à certaines parties. Exactement. Un commentaire de quelqu'un sur Facebook, vous en parliez avant, mais pour être encore plus précis, il dit: on fera un point pour savoir combien de Mahorais vont habiter dans ces villages relais. Oui. Arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Vous parlez de destruction de Banga en tôle pour reloger les gens dans ce village. Quel Mahorais habite sur un Banga en tôle aujourd'hui? C'est vraiment une idée arrêtée que les gens ont. Donc, et vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y a quand même beaucoup de Mahorais à l'intérieur. Oui, tout à fait. Alors je ne citerai pas un endroit, mais je connais même un policier municipal qui habite dans un Banga. Et c'est les enquêtes sociales qui nous le montrent. J'ai dit 30 à 40% de Mahorais habitent dans ces de Mahorais ou de familles ayant des enfants français. Donc voilà. Donc ça veut dire que ils sont de plein droit sur le territoire. Et des Mahorais, vraiment 30%, c'est la jauge que nous avons sur nos enquêtes sociales. On ne les invente pas, les chiffres. Ça semble énorme. L'enquête sociale, on demande les documents, les papiers, la carte d'identité et ainsi de suite. Oui, parce que avant on sait qu'il y a 30% qui sont Mahorais. Avant de décaser, vous faites tout un travail en amont, vous allez voir ces personnes, vous allez faire une sorte de recensement pour voir combien de personnes peuvent être relogées. C'est un sacré boulot. La prochaine zone qui va être touchée, ce sera laquelle ? Alors on va avoir des zones du côté de Dembéni, Loni, bien évidemment, Amjago, donc Amuro, la plage, c'est une des zones qui va bientôt être traitée, bien évidemment, avec une population là en extrême difficulté. On a commencé les enquêtes sociales, on a des enquêtes sociales du côté de Doujani aussi, et puis Magicavo, bien évidemment, qui déjà est en cours de traitement, et il y a déjà des constructions qui se font. Est-ce que c'est compliqué à faire ce genre d'enquête ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les équipes sociales qui vont à la rencontre des personnes, ils vont une semaine, ils retournent 15 jours après.
les personnes dans les bangas ont changé, la composition de la famille a changé, les choses ont évolué, et au moment où on va détruire, on a encore un changement, donc on est obligé de refaire une enquête sociale la veille. Donc c'est plusieurs enquêtes pour être sûr de savoir qui on déloge, qui on doit reloger, quels sont les habitants de ces bangas. Pour revenir sur les Mahorais et donc français qui habitent dans les bangas, sachez que sur la région du Grand Mamoudzou, il y a des fonctionnaires qui, pour ne pas faire le déplacement du nord et ainsi de suite, la semaine habitent dans des bangas pour éviter d'être sur la route et d'être à l'heure à leur travail. C'est une réalité. Alors effectivement, la personne qui a envoyé ce mot peut se poser la question, mais on pourra lui donner, évidemment, on ne va pas lui donner des noms, mais les chiffres sont très clairs. Ils sont réels. Hein, et on ne les invente pas. Ouais, donc d'ailleurs il continue. Il continue. Oui, je me doute. En disant bien. Moi j'aimerais, Patrick Bonfils, qu'on s'attaque vraiment au sujet en disant combien de temps on va devoir construire des villages relais. Pourquoi je pose cette question? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait très bien que dans ces lieux où habitent certains Français ou même des enfants français, aujourd'hui, la plupart de la population, elle est de l'immigration irrégulière. Donc, du coup, aujourd'hui, on sait très bien que si on n'arrive pas à stopper l'immigration, tous ces bangas vont toujours devoir pousser un peu partout sur le territoire. Donc, est-ce que notre politique aussi n'est pas en parallèle avec ce que vous menez aujourd'hui, parce que si demain on doit mettre sur tout le territoire des villages relais, on n'est pas sorti de l'auberge quelque part. Oui, bien évidemment, on va pas construire des villages relais partout, on va en construire dans points stratégiques, là où on a des grosses poches d'insalubrité et d'endroits qui sont dangereux. Kashikazi va arriver, on sait pertinemment qu'on risque d'avoir des glissements de terrain et des drames avec les fortes pluies qui nous sont annoncées. Non, on va les construire à des points stratégiques qui vont permettre des rotations. Mais effectivement, c'est une politique globale qui est menée par l'État. Le préfet s'en est déjà exprimé plusieurs fois sur la lutte contre l'immigration clandestine, bien évidemment. On a quand même une politique globale d'éviter d'emboliser le territoire avec l'immigration clandestine que nous devons contrôler et que la politique de l'État menée actuellement et tous ces intercepteurs qui ont été achetés et qui fonctionnent toutes les nuits sur le lagon font que ça a quand même donné un coup de frein. C'est pas un arrêt complet, mais c'est au moins un coup de frein, bien évidemment. Et toutes les reconduites à la frontière qui ont repris permettent de désengorger déjà tout ce qui est illégal et sur lequel on peut agir immédiatement. Nous avons un travail aussi qui vient d'être lancé très fort sur les demandeurs d'asile qui, eux, souhaitent partir et sortir du territoire pour aller en métropole ou sur d'autres terrains. Et donc l'OFPRA est actuellement ici et travaille sur des dossiers pour désengorger aussi cette problématique-là. On attaque le problème par tous les bouts. C'est ça. Mais le problème est tellement dur et tellement concentré ici sur ce territoire petit qui est une île, que ça va à la vitesse où on peut aller et aux moyens qui nous sont donnés. Je vous rappelle quand même que les moyens donnés à l'État sur ce territoire pour l'ensemble de cette mécanique ont été plus que triplés, quadruplés ces 2 dernières années. Ça démontre une réalité. Ça démontre une réalité forte, difficile. Et moi, je suis sur le terrain avec mes équipes au quotidien et je sais que c'est difficile. Les personnes qui critiquent devraient aussi de temps en temps aller voir ce qui se passe sur le terrain, voir les enfants qui sont dans cette misère noire. Avant de les condamner, on va déjà essayer quand même de leur donner quelque chose de digne et ensuite on traitera toute la partie administrative. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et surtout que le maire joue le jeu. Et que il faut que tout le monde joue le jeu. Le maire empêche le banga de pousser déjà. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu répondre à ces questions et surtout de répondre info intox. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. C'est tout pour ce temps de parole.